Avant d'arriver à l'Égypte, les sujets se tiennent. C'est que l'Occident, nous ne devons pas percevoir l'Occident comme un monobloc. Il y a plusieurs Occidents. Plusieurs Occidents. Il faudrait que l'on comprenne, qu'on puisse avoir une grille de lecture qui nous permet de savoir de quel Occident s'agit-il quand il y a un tel fait. L'Occident, nous avons l'Occident des gouvernements, l'Occident des peuples, nous avons aussi l'Occident des affaires, nous avons aussi ce qui est de plus en plus, depuis une vingtaine d'années, l'Occident militaire privé. Aujourd'hui, en Occident, la sécurité, les militaires, en réalité, on veut des armées privées. Des armées privées. Des armées privées. Qui ne relèvent pas du gouvernement. Pas du tout. Il y a des sociétés dont la tâche est d'aller combattre une société commerciale qui offre des militaires pour aller combattre dans des causes. Ce qui était qu'on appelait mercenariat avec Bob Denard il y a une quarantaine d'années, c'est aujourd'hui avec label, avec tête papier en tête, normal. Cette libéralisation de la violence, parce que c'est une libération de la violence, et cette commercialisation de la mort avec des factures a eu une incidence. C'est que l'industrie de l'armement en Europe n'est pas totalement entre les mains des États. Aujourd'hui, ce sont les multinationales, et des privés qui produisent des armes. D'assaut. Et les États deviennent des clients des privés. Les États sont les clients de ces industries. Voilà, de ces industries. Et ces industries deviennent de plus en plus puissantes. Alors, évidemment, comme a dit tout à l'heure Louis-Dor Balekelai, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud sont des Moyen-Orient, sont des terrains d'expérimentation, mais aussi il faut qu'il y ait des foyers de tension pour que ces armes soient écoulées. Il faut trouver un marché pour les produits que nous mettons en place. Ce qui est avec Boko Haram, c'est que nous parlons de Boko Haram, nous n'allons pas à l'intérieur de Boko Haram, nous n'allons pas à l'intérieur de Daesh, parce que l'Occident nous a servi le mot terrorisme. À partir du moment où on dit qu'ils sont des terroristes, quand on dit à quelqu'un qu'il est terroriste, vous ne le regardez plus. On ne fait plus d'analyse. Il n'y a pas d'analyse. C'est une condamnation à mort directe. D'accord, Boko Haram, depuis 5 ans à peu près, Boko Haram occupe une grande partie du Nigeria et un peu aujourd'hui quelque chose au Cameroun. Que se passe-t-il dans ces régions occupées? Qu'est-ce qu'il y a dans ces régions occupées? Alors justement, c'est quoi la cause principale? Pourquoi le Boko Haram existe et qu'est-ce qui est à la recherche derrière? Non, évidemment, il faut répartir avec la stratégie du danger. L'Occident a besoin, pour mobiliser son opinion publique, pour mobiliser les fonds, parce que les fonds de l'Occident, c'est des contribuables. Pour mobiliser les fonds publics, il faut d'abord identifier un danger. Il faut qu'il y ait une menace. Il faut qu'il y ait une menace. Il faut qu'il y ait une menace. Il faut créer une menace. Si on ne peut pas, si elle n'existe pas, il faut la créer. Il faut créer une menace de manière à ce que l'opinion publique, dans la peur, dans la contrainte, donne des moyens pour faire avancer. C'est une stratégie millénaire et elle a toujours avancé comme cela. En ce qui concerne Boko Haram, en ce qui concerne Daesh, c'est l'Occident des renseignements. C'est de la stratégie des services de renseignement. Ils l'ont fait avec les contrastes en Amérique du Sud. Il ne faut pas oublier qu'au Nicaragua et au Honduras et tout ça, la CIA a financé des rébellions locales. La CIA a financé financièrement des trafiquants de drogue, leur demandant d'acheter de la drogue. Comme ça, on va les combattre. Comme ça, oui, on les combat pour pouvoir augmenter, parce que le Congrès ne votait pas suffisamment de budget pour la lutte contre la drogue. Donc il a fallu quand même que les gouvernements lui-même, par ses branches illégales, illicites, puissent travailler de cette façon-là. Nous sommes donc dans une stratégie de la terreur organisée, la terreur consciente, la terreur commerciale. Alors justement, je pose cette question directement. Les Africains qui nous suivent, on est suivis partout en Afrique aujourd'hui. Oui. Un Camerounais qui voit les enfants enlevés, où on brûle des villages, on tue les gens, et on sait que derrière ces gens qui mettent ces... Oui, il y a ceux qui apparaissent, oui, ceux qui apparaissent les plus... Il y a d'abord il y a le prétexte de cette guerre. Il y a un prétexte idéologique, il y a un prétexte philosophique, notamment ici, c'est la mise en place d'un califat, on en a déjà parlé ici. Voilà. On utilise la religion musulmane comme étant un fond sentimental puissant pour attirer les esprits faibles. Guerre des religions. Et leur montrer que le temps est venu pour pouvoir purifier le monde. Nous devons mettre une terre sainte où la loi de Allah est respectée.
Ce sont, pour un musulman qui a été éduqué dans le respect du Coran, ce sont des paroles saintes qu'il faut respecter. Mais c'est utilisé par des hommes qui n'ont rien à voir ni avec l'islam, ni avec le christianisme. Ce sont des commerçants. Alors, à partir du moment où ils ont mis cette propagande progressivement en jeu, les acteurs, ceux qui jouent sur le terrain, ils ont la crédibilité, entre guillemets, apparente de faire un combat légal. Mais derrière eux, les espaces qu'ils dégagent... C'est plus économique. Ces espaces-là sont utilisés. Aujourd'hui, je vous dis que il y a une production du pétrole dans les régions occupées par Boko Haram. C'est ça l'enjeu. Au Nigeria. Au Nigeria. C'est ça l'enjeu. Au nord du Cameroun aussi. Vous connaissez que le Cameroun et le Nigeria se sont battus beaucoup pour les Bakassi. Oui, voilà. Il y a la portion du pétrole. L'enjeu, c'est le pétrole. Est-ce qu'on peut produire le pétrole pendant la guerre? Dans quelle zone peut-on produire le pétrole? C'est quand même une industrie lourde. Il faut des machines. À quel moment les machines viennent d'où? D'où viennent les ingénieurs? Qui achète ce pétrole? Il vient d'où? Qui le produit? Qui l'a commandé? Qui l'a commandé? Donc il y a quand même un voile. Quand à partir du moment où on a désigné un groupe comme terroriste, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, parce que les méthodes qu'ils utilisent, les crimes qu'ils commettent, c'est des crimes terroristes. Mais ça ne doit pas être une frontière à la réflexion. Nous devons aller au fond des questions pour dire, mais 5-6 ans, ce n'est pas possible. Mais est-ce que nos chefs d'État, Idriss Déby, Paul Biya et même le tout dernier là, qui vient d'arriver au Nigeria, l'ancien général, enfin il est toujours, hein, enfin il était à la retraite, est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Ils ne sont pas conscients? Ils sont bluffés? Leurs services de renseignement ne font pas ces genres d'analyse avec Ils le savent. Alors pourquoi ils disent rien? Dans l'espace public, un chef d'État ne peut pas tout dire. Je crois que le Nigérian, à un moment donné, le président soudanais a essayé de dire la vérité. Oui, on a étouffé ça. On a rencontré Barack Obama. Oui. Dans l'espace public, on ne dit pas tout. Il y a des choses que l'on peut dire pour garder une certaine dose de fréquentabilité. Oui. Ceux qui ont osé dire des choses en public, comme Kadhafi, vous voyez ce qui lui est arrivé. Oui. Ceux qui ont dit des choses comme Mugabe, voilà ce qui lui est arrivé. Il y a une vérité sur le nouvel ordre mondial qu'on ne dit pas. Qu'on ne dit pas. Donc, battez-vous, devenez fort, et c'est pourquoi j'ai atterri rapidement à l'Égypte. Oui. Hein, à l'Égypte, qui est comme une réponse occidentalisée quand même, de ce qui se passe avec Boko Haram. C'est-à-dire l'islam dont on parle, l'islam qu'on a diabolisé, l'islam qui est devenu une religion de la violence. Non, l'islam c'est aussi une religion du développement, de la reconstruction. Oui. Si vous avez bien suivi les images, Al-Sisi a traversé tout le canal, oui, et on a construit juste à la sortie du canal, c'était la mosquée. Oui. Les gens n'ont pas fait attention, mais c'est d'abord le premier élément d'inauguration, c'était d'aller vers la mosquée. Toute une symbolique. Pour prier, parce que nous disons, nous sommes musulmans, mais nous travaillons pour la reconstruction de notre Afrique. Et nous sommes musulmans, nous travaillons 10 fois plus que ceux qui nous ont colonisés. Ils ont fait ça en une année, alors les Français ont fait ça en 10 ans. Ce sont des symboliques d'une réponse d'un islam qui veut coopérer, d'un islam qui n'est pas extrémiste. Oui, Paul Diakité. Alors, par rapport à cette situation, peut-être l'ouverture que Willy Kalongue a voulu, en pas analysé directement le cas de ces canaux de Suez reconstruits ou construits à nouveau par Sisi. Parlons un tout petit peu du terrorisme, on va dire, fabriqué ou reconfiguré par les stratèges. Est-ce que l'Afrique ne perd pas finalement? Est-ce que la presse dite panafricaine, qui nous suit en ce moment d'ailleurs, Paris, Londres, un peu partout, ne peuvent pas aussi plaider pour l'Afrique, essayer d'expliquer aux Africains que cette guerre-là qu'on vous sert souvent, les rébellions qu'on vous dit chez vous, la démocratie, les révolutions, c'est souvent des solutions des laboratoires. Peut-être que, bon, sans revenir sur tout ce que Willy a dit, parce que c'est intéressant, je vais juste ajouter quelques éléments en disant que il faut différencier le terrorisme qui est la conséquence de l'impérialisme américain, oui, de l'hégémonie américaine, oui, et le terrorisme qui est la conséquence de la pauvreté, la conséquence des échecs des indépendances africaines. Oui. Alors je parle d'abord de l'hégémonie américaine. Vous savez que si aujourd'hui nous avons, c'est vrai qu'il y avait des terroristes avant la guerre de l'Irak, mais si aujourd'hui nous avons les armes qui circulent, les djihadistes de toutes sortes, Al-Qaïda, et tout ça,
c'est dû peut-être aussi parce que les Américains ont chassé brutalement Saddam Hussein. Parce qu'en fait, Saddam Hussein constituait un élément de stabilité. Soupape de sécurité au Moyen-Orient. Non pas seulement face aux velléités djihadistes sunnites, mais également face aux grands dangers chiites. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que le chiite de l'Iran, c'est la source productrice de plusieurs terroristes dans le monde. Après la chute du Shah, quand même. Ils soutiennent Hezbollah, ils soutiennent ceci ou cela. Je sais que l'Iran a toujours constitué un danger d'abord dans le monde musulman. Alors, le fait d'avoir éclaboussé brutalement Saddam Hussein, ça a ouvert la voie aux chiites iraniens, au point qu'aujourd'hui, les mouvements terroristes ont trouvé comme creuset de développement, c'est au niveau de l'Irak. C'est en Irak aujourd'hui qu'on trouve le nombre le plus important. Même Daesh est né en Irak. Et c'est aujourd'hui que Daesh évolue vers la Syrie. Les mêmes armes que Daesh utilise sont les armes livrées par les Américains. Et certains de leurs armes ont été formés par les Américains. Des mauvais calculs des Américains qui ont fait croire au monde que Saddam Hussein avait des armes chimiques. C'était pas vrai. Donc, je vois que là, c'est aussi, vous savez, quand le capitalisme atteint son sommet, la chute est fatale. Et maintenant, il paye les conséquences. Parce qu'il faut dire que les Américains ont échoué et en Irak et en Afghanistan. Parce que l'Afghanistan aujourd'hui, c'est différent de l'Afghanistan qui était géré par les Russes d'abord et par les talibans. Et l'Irak, ce qu'il est aujourd'hui, c'est devenu un champ de ruines où c'est la jungle, c'est la loi du plus fort. Ça, c'est la conséquence américaine. Et je crois que le monde entier, d'abord le proche Moyen-Orient, ils paieront chèrement l'éclatement de l'Irak. Et il n'y a pas une recette aujourd'hui pour faire face au terrorisme qui a trouvé son fonctionnement à partir du désordre qui a. Mais est-ce que l'Afrique ne vit pas la même chose? Tout à fait. L'Afrique aujourd'hui, c'est un peu la conséquence, comme je disais, des échecs de nos indépendances. Je parle de Boko Haram au Nigeria. Pourquoi Boko Haram est né? D'ailleurs, avant Boko Haram, il y avait d'abord un autre mouvement terroriste, le Mende, dans le delta du Nigeria. On a dit que parce qu'ils n'étaient pas développés, on n'avait pas développé cette région, les Nigériens s'occupaient plus. Ne banalisez pas ça. Parce qu'en fait, ces jeunes gens qui se font foudroyer à Maroua, au Cameroun, ces jeunes femmes qui passent, qui mettent de bombes, on les ramasse où? Pas dans des milieux élevés, c'est dans la pauvreté, des gens qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus d'espérance. Ils trouvent dans le discours de Boko Haram, le discours terroriste, un élément d'espérance. À leur problème. Tout à fait. Alors, si nos pays, je prends d'abord le Nigeria parce que le Mende qui est né avant les Boko Haram, il revendiquait le fait que, mais comment est-ce que le pétrole est exploité chez nous? Nous sommes pauvres. Et aujourd'hui, le Nigeria de Goodluck Jonathan, où la pauvreté atteint un niveau. Aujourd'hui, le Nigeria, même si c'est le plus grand pays producteur du pétrole dans l'Afrique, mais la population est plus pauvre peut-être que le Congolais. Et au nord du Cameroun, là où est né le Boko Haram, c'est là où on trouve le nombre le plus élevé d'analphabètes, plus élevé des pauvres. Alors on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'il y a beaucoup d'argent du pétrole et qu'il y a toujours des pauvres. Et ça, c'est la conséquence de Boko Haram. Comment expliquer la contradiction? Les États-Unis ont soutenu, tout le monde le sait, l'élection de l'actuel président nigérien, parce qu'ils ont dit Jonathan, il était pro-chinois, il avait la possibilité de développer le Nigeria autrement, etc. Voilà. Le premier voyage du nouveau président aux États-Unis, il demande des armes, on lui refuse. Obama vient d'accepter timidement de former un tout petit peu l'armée, etc. Est-ce que ce n'est pas là une contradiction, ce que disait Oli Kalenga tout à l'heure, de la politique des États-Unis? D'un côté, ils disent, voilà, ils sont en train de lutter contre le terrorisme, mais les États qui s'affichent, comme le Nigeria, comme le Cameroun, ils viennent, voilà, donnez-nous les drones, donnez-nous les armes, donnez-nous vos experts. Ils disent non, on ne veut pas vous donner ces armes parce que vous risquez d'aller... Ne dites pas que vous avez dit la Maison Blanche, que les Américains ont soutenu Mohamed Barry, non, qu'ils soient élus, non, les Américains ont soutenu Barry, les élections. C'est un secret pour personne. Non, ils ont salué son élection, ils ont plus félicité Goodluck Jonathan qui a accepté. Non, ils ont fait pression, ça c'est les dessous des cartes. Ils ont fait de pression sur Jonathan pour qu'il accepte les résultats peut-être que vous voulez voir menu à votre porte. Non, c'est ce qui est dit. Vous avez dit que les Américains ont soutenu l'élection de Boiry.
moi, je pense qu'il ne faut pas dire comme ça. Peut-être qu'il faut dire que les Américains ont soutenu les élections au Nigeria. Et moi, je crois, et ça c'est vrai, les Américains ont plus salué Goodluck Jonathan parce qu'on craignait que Goodluck Jonathan puisse refuser le résultat de vote et que cela... Oui, mais justement, on a fait plus pression sur lui pour qu'il accepte les résultats parce qu'il avait déjà un schéma sur Buhari, mais vous ne voulez pas l'accepter, mais c'est pas grave. On n'a pas la même source. Continuez. Ce qu'il faut dire, c'est que l'élection... Est-ce que vraiment le Nigeria a besoin des armes aujourd'hui? Parce que on a livre à Boko Haram. Si vous lisez les statistiques récentes des armées en Afrique, les plus équipées. Le Nigeria est coté comme l'armée la plus équipée. On dit la corruption aussi, il n'y a pas de moyens, etc. Non pas seulement la plus équipée, mais la plus démographiquement la plus importante. Oui. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a la corruption au sommet de l'armée, et parce qu'il y a le clientélisme, n'importe qui est nommé général, parce qu'il est frère d'eux, etc. Tout ça, ça fait partie des échecs des